Bonjour à tous, bienvenue sur la Prum. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire la preview de la prochaine journée de Premier League avec des très grosses affiches, notamment un Manchester City Arsenal qu'on attend avec impatience. À mes côtés, comme d'habitude, j'ai Driss. Comment ça va ? Ça va super. On a eu un beau week-end, plus une première phase de match retour plutôt cool hier. Donc voilà, on va pouvoir parler de ce week-end qui s'annonce crucial pour le titre. Parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, Arsenal n'a pas encore joué son match retour de Ligue des Champions. Ça peut avoir un gros impact aussi sur leur état d'esprit et sur leur forme en vue de dimanche, parce qu'une élimination, je crois que ça les mettrait encore plus sous terre que ce qu'ils sont un peu en ce moment avec leur forme récente. Ou pas. Parce que ça pourrait leur enlever une pression, mais j'ai plus l'impression que c'est la Première Ligue qui a une incidence sur la Ligue des Champions. Tu vois. Et j'ai l'impression que des fois, ça peut leur sortir de leur mauvaise dynamique, ces matchs en Cup, même s'ils les ont mal gérés, ou alors cette victoire à l'aller face au Sporting. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre ça. Maintenant, on a un match on va bien évidemment faire la preview, mais se servir aussi de notre dernier échantillon ce week-end, qui a été pour moi... très révélateur encore une fois de cette fébrilité. Et puis moi qui disais à 3 semaines que c'était le break, au final je me suis bien trompé et ils ont redonné toutes les chances à City de pouvoir gagner ce titre. Et en plus de ça, tu perds un but au goal average et City en récupère 3 face à dans un match où justement ils pouvaient avoir des soucis, tu vois. C'était parmi leur prochain match jusqu'à la fin de saison. Il y a Aston Villa la dernière journée, il y a Arsenal ce week-end, il y a Everton, je crois. Donc voilà, Chelsea était vraiment un match important à gérer pour City. Ils l'ont fait de la meilleure des manières, surtout à l'extérieur, Stamford Bridge. Et on aura un petit mot quand même sur Chelsea parce que c'est quand même cata, quoi. On parlera de Chelsea parce que de toute façon, le programme, du coup, on commencera par parler de City Arsenal. Le gros match de ce championnat, peut-être la finale de cette Première Ligue. Ensuite, on parlera d'Everton-Liverpool. Liverpool qui a été éliminé hier en Ligue des Champions face à Paris et qui joue son derby ce week-end face à Everton. Dans quel état ? On va essayer d'en parler un peu. C'est quoi le nom du coup ? La Merseyside, avec un accent un peu catastrophique. Et ensuite, on parlera du coup de l'autre gros match, parce que c'est un week-end quand même de fou pour la Première Ligue, avec Chelsea-Manchester United, qui aura lieu samedi soir à 21h. Et après, on finira peut-être, si on a un petit match sur lequel on veut parler au hasard, peut-être un club du nord de Londres qui joue son maintien, peut-être qu'on parlera pendant quelques minutes, mais ça sera rapide. On a surtout 3 grosses affiches à aborder. Et surtout une, comme on a dit, Manchester City, Arsenal, peut-être la finale pour le titre, parce qu'en fait, on se dit que si Arsenal gagne ce match-là, mais en même temps, là, le suspense, il est peut-être fini. Mais par contre, si City gagne ce match-là, ils peuvent revenir à égalité en pensant au match de fin qui aura lieu fin mai face à Palace à domicile, qui est le match en retard. Ils seraient numériquement à égalité. Et comme tu l'as dit, avec la différence de but qui est en train de s'inverser, City pourrait passer devant à la différence de but. Et Arsenal est dans le match grâce à sa défense. Ouais. Pour nous, tu veux dire ? Non, par rapport à la différence de but. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce qu'ils ont la meilleure défense de PL, mais c'est en train de en termes de différence de but, de s'effriter, et c'est en train de s'inverser. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu as dit que c'était à balle de match. Et c'est vrai que c'est assez fou. On se dit que le foot, ça va super vite, parce qu'après la 30e journée... Et en fait, c'est ce que je reprochais à toutes les personnes en septembre, enfin non, pas en septembre, mais en novembre, décembre, quand on disait que Arsenal était déjà champion, ou alors que ça allait être une promenade, parce que cette saison, on a eu quand même plein de symptômes dans toutes les équipes. City qui a eu du mal à démarrer, en tout cas à trouver son rythme de croisière. Et c'est toujours pas trouvé parce que c'est des montagnes russes. Manchester United qui est toujours dans une reconstruction. Tottenham catastrophique. Chelsea qui nous a fait des feintes en nous laissant penser que c'était une équipe qui pouvait prétendre au titre ou au moins faire une belle saison au vu ce qu'on avait vu cet été lors de la Coupe du Monde. On a une Première Ligue qui a quand même baissé de niveau par rapport à l'année dernière. Je parle pas de Liverpool qui a mis 400 millions devant et qui est toujours dans une certaine difficulté à trouver aussi... une stabilité par rapport à l'année dernière où ils avaient été super forts sur le début de saison. Et voilà, tu te dis qu'Arsenal va sortir plus fort de ça, dans une saison chaotique en Première Ligue où le niveau est quand même redescendu. Et là, tu vois qu'Arsenal tombe aussi dans cette mauvaise dynamique globale qui enveloppe tous les clubs anglais, parce que on a eu des saisons, mais avec 98 points et t'étais deuxième, notamment avec Liverpool, on en avait parlé la dernière fois. Et là, t'as une saison où tu te dis, la défense va sûrement prendre le dessus, ça va sur la continuité, sur la grandeur et la longueur de la Première Ligue, tu vas pouvoir être champion. Moi, dans ma tête, ils avaient utilisé la bonne technique, dans une mentalité, une idée très bonne. Et là, on est en train de voir que c'est en train de leur coûter énormément. Et moi, ça me dérange. Parce qu'ils ont une saison où... ils avaient rivalisé dans les saisons précédentes
avoir beaucoup de points, avoir une animation offensive. Là, ils ont plutôt pris voilà, le spectre d'une équipe défensive qui manipule les matchs, endort les matchs, arrive à gagner au forceps avec tu sais, des buts sur coup de pied arrêtés sur pénaux. Il y a une stat qui est sortie aussi. Sur les 10 derniers champions d'Angleterre, 73% de leurs buts étaient dans le jeu. Et là, on est à 65,5 pour Arsenal. Donc ça montre que ils se servaient beaucoup de leur certitude sur corner, etc. Et que dans le jeu, il y a très peu de certitude. Et là, ça commence vraiment à être très problématique. Qu'ils ne peuvent pas se reposer sur 2-3 individualités. Que le manque cruel d'Odegaard, franchement, Odegaard qui était le cœur de cette équipe, tu n'arrives pas à trouver un mec qui arrive à animer. Moi, Eze, il a des facilités. Quand il est rentré hier, ce week-end, il a fait du bien, mais c'était trop peu. Et puis, tu sais, en fait, tu es obligé de jongler avec des joueurs qui sont peut-être dans un bon jour ou pas. Martinelli, lors du match contre Sporting, il rentre, il est bon. Contre Southampton, 3 jours avant, il fait un match catastrophique. Mais c'est ce qu'il raconte. Ce que je voyais beaucoup sur l'Arsenal, sur leur attaque, c'est qu'en fait, tu as ce truc-là de. Ils mettent une attaque. Parce que d'ailleurs, Arsenal, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, je crois, avec des remplaçants. Et en fait, ces remplaçants, au match d'après, quand ils débutent, ils sont mauvais. Et du coup, ils réinversent parce que du coup, les entrants font mieux. Et il y a ce truc-là qui pose problème. Et c'est un peu ce qu'avait mis en place Mourinho à Tottenham et à Manchester United, où il voyait un joueur qui était bon, je sais pas moi, à l'entraînement ou un match avant, notamment avec la gestion de Martial, où c'était criant à chaque fois. Martial mettait un doublé, le match d'après, il était titulaire, il faisait un match catastrophique. Et tu tombes sur une spirale, tu n'arrives pas à sortir des hommes forts, des cadres. Là où, en défense, au contraire, tu as une ossature qui reste quand même très fiable, où dans chaque match, ils ont cette possibilité d'infliger un duel physique, athlétique, qu'ils gagnent tout le temps. Face au Sporting, contre des petits gabarits, ils ont été monstrueux dans les duels, et c'est pour ça qu'ils ont gardé la balle. Mais tu vois quand même des symptômes alarmants. Zubimendi, qui depuis 3 matchs perd des ballons très bas, c'était pas son habitude. On voit qu'il commence à avoir un peu de frustration chez tout le monde autour de ce gars-là, parce que ça reste quand même le cœur de vie d'Arsenal dans la construction du jeu, dans la base du début. Parce que on a souvent, j'ai loué la dernière fois Gabriel qui commençait à vraiment avoir une bonne évolution balle au pied sur les transmissions, etc. Zubimendi reste quand même le milieu qui doit animer ce départ d'attaque. Et là, il commence vraiment à essouffler. On a un Norgard là, qu'on n'a pas vu toute la saison, qui a été plutôt bon quand il était là. Donc il y a pas mal de choses que je reproche à Arteta, et là j'ai peur qu'il se trébuche sur lui-même. Je sais pas si ce soir le match contre le Sporting aura un bon effet ou pas, parce qu'il faut cruellement gagner des matchs là. Il faut prendre des matchs, il faut avoir ce supplément d'âme et se sentir bien quand tu entames un match aussi crucial que lors du sprint final. Et là, il va falloir réagir et taper du poing sur la table, parce qu'on parlera de City après. Mais eux sont justement en entamer ce sprint final avec la meilleure dynamique, en trouvant que des points positifs. Pep Guardiola fait confiance à un mec comme Cherki, et je reviendrai après, parce que lors de sa première période, il y a pas mal d'idées, mais pas d'exécution, pas de réussite. Et il le laisse sur le terrain, et ça fonctionne au bout d'un moment, tu vois. Donc il y a aussi plein de choses qui commencent à s'aligner avec City. On va rester prudent, parce que toute l'année on s'est trompé, on disait que c'est bon, c'est lancé, c'est bon, c'est mort, et au final on s'est trompé. Donc on va voir comment ça se passe sur la suite. Et puis petite nouvelle aussi qu'on a eue hier, Elliot Anderson aurait fait son choix entre les deux Manchester, donc c'est aussi une bonne nouvelle pour City. Très très bon coup, ça serait un gros coup. Mais ouais, je voulais revenir pour Arsenal avant qu'on passe à City. C'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end contre Bournemouth, avec la défaite du coup 2-1 à domicile, et en plus une défaite qui n'est pas illogique du tout, c'est un symptôme qui se reproduit sur les derniers matchs, parce que quand on pense à la double confrontation contre Leverkusen, le match aller, il est raté, tu fais un match nul, mais en marquant sur penalty à la fin, un penalty qui est quand même discutable, on en avait parlé. Au retour, par contre, tu fais le taf, tu fais un bon match et tu gagnes 2-0. Tu fais le match typique d'Arsenal cette saison, où il gagne à l'Emirates, c'est-à-dire tu as la maîtrise du match en global. Et je parle même pas de possession, même s'il y en a eu beaucoup. Je te parle de certitude, quoi. Tu leur laisses rien. Et c'est là où tu te dis que finalement, bon allez, ils ont eu une petite mauvaise phase, mais ça va mieux. Et direct après, tu as la défaite en finale de coupe contre City, où tu te dis, bon, c'est pas grave, la priorité, tu peux te dire, c'est pas grave, la priorité, c'est la PL et la Ligue des Champions. Derrière, tu sors dans l'autre cup contre Southampton, et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est en 2e division anglaise. Et en plus, je crois que c'est un match que j'ai pas pu voir, mais je crois que c'est un match. T'as couru derrière le score, voilà. Et tu t'es fait peur. À l'heure de jeu, t'as l'inspiration de Gabriel pour Havertz qui donne à Gyökeres, là où il est bien placé, mais bon.
Et encore une fois, je crois que c'est pas un hold-up la défaite. Tu vois dans la maîtrise, tous les matchs d'Arsenal sont maîtrisés, tu vois. Mais c'est plus dans les intentions, dans le réalisme, dans la création du jeu. Tu sais, des fois, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple de Lamine hier. Il y a un moment, tu laisses le ballon, il crée des trucs. Il va mettre cette passe. Hier, il y a le but de Ferran Torres qui est incroyable parce que c'est dans les petits espaces. Mais il y a deux autres passes où ils sont millimétrés dans le bon espace entre les deux défenseurs de l'Atlético, entre l'anglais et le normand. Et Ferran ne conclut pas, tu vois. Et cette passe-là, entre les lignes, entre le gars, où justement l'attaquant doit avoir cette justesse technique, ils l'ont pas eu et ils se sont fait punir. Mais du coup, avant qu'on passe sur City, j'ai une question à te poser sur Arsenal. Pour toi, c'est quoi la problématique d'Arsenal prioritaire ? Tu vois, est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est la forme des joueurs ? Les blessures ? Parce que du coup, on n'en a pas parlé. Et notamment par rapport à ce week-end, il y a quand même des gros blessés qui commencent peut-être à grandir. Là, à l'entraînement, il manquait Rice, il manquait Saka, il manquait Timber, Odegaard et, si je ne me trompe pas, un autre Calafiori. Alors, je crois que ce week-end, ils ne seront peut-être pas tous absents. Je crois que Saka et Timber, c'est cuit, mais les autres pourraient peut-être être là. Mais dans tous les cas, c'est mort. C'est mort ce aussi. soir, je crois. Ouais, ce soir, mais je crois que ce week-end, il sera peut-être remis. Mais voilà, ça fait quand même pas mal. Ou alors, est-ce que c'est le mental ? Ce qu'on reproche beaucoup à Arsenal. Pour toi, c'est quoi le symptôme prioritaire d'Arsenal en ce moment ? J'ai peur que ce soit le mental. Parce que le piège, il était gros comme une maison. Bournemouth qui tape tous les gros, qui ont une facilité contre les gros, qui ont ce supplément aussi dans le jeu, qui se sont libérés, qui n'ont pas de... voilà, il y a cette... comment on appelle ça cette jeunesse ou cette façon de prendre les matchs comme ça contre des gros avec sans forcément de honte, de gêne, et ils y vont à fond, à l'image du gars que tu parleras juste après là, Alex Scott. Voilà, ils sont tombés dans un piège et je pense que c'était annoncé. Tu tapes Bournemouth dans le sprint final, alors c'est à l'Emirates. Pour moi, ça devait minimiser le piège. Mais ils sont tombés la tête la première, surtout contre une équipe qui est annoncée gênante parce qu'ils ont quand même pas mal de rotation devant. Le trio offensif avait changé par rapport à celui affiché face à Manchester United il y a la dernière journée, je crois, parce qu'il y a eu la Cup entre-temps. Et au final, ils sont tombés dans ce piège avec un peu de fébrilité, un peu de malchance aussi, parce que la défense de Saliba est un peu malchanceuse sur le but, ça retombe directement dans l'espace accroupi qui a juste à finir. Mais il y a tellement de mots, en fait. C'est tellement dur de les analyser. Moi, j'ai un ressenti pendant un débrief. Et puis, quand je suis chez moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire la prochaine fois que je vais parler d'Arsenal ? Ça a l'air d'être tellement compliqué. Donc ça reste quand même très alarmant. Il reste une dizaine de matchs. Et les dizaines de matchs, là, ça va vraiment falloir être... tueur, parce qu'il y a aussi le cas Ben White. Il y a plein de cas dus aussi aux blessés. Ça fait plusieurs fois, en tout cas, que Ben White est sur les photos des buts. Il est tout le temps pris dans le dos sur l'appel de Truffert dans l'intervalle. C'est lui qui couvre mal son dos. Sur le but de Southampton dans la tête, l'ouverture du score, c'est lui. Et voilà, il y a aussi ce problème-là à gérer. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça ? Parce que Arsenal, ça reste quand même, pour moi, une saison cruciale. Dans l'image, dans l'héritage qu'ils vont laisser de retrouver cette couronne, et puis dans une saison où tu pourrais être champion d'Angleterre et en même temps voir ton ennemi juré descendre, l'image serait folle, elle serait incroyable. Pour moi, ce serait vraiment la consécration, tu veux dire. Voilà, ce serait vraiment une saison à marquer au fer rouge pour eux, dans leur club, dans leur histoire, et de se dire 2025-2026 sont champions, et en plus dans leur lutte en Derby du Nord, ils ont fait descendre, tu m'as compris. Surtout qu'il y a beaucoup ce truc-là de moquerie logique envers Tottenham et leur situation. Mais en fait, si tu te choques le titre, tu peux pas te permettre de vanner. Parce qu'en fait, oui, tu peux quand même rigoler parce que ton club il va jouer avec des champions pendant que le rival, lui, sera en deuxième division. Mais en même temps, toi, tu as fait une performance honteuse aussi. Donc eux, pour pouvoir se permettre de se moquer du rival, il faut qu'aussi ils fassent le taf. Et c'est vrai qu'en ce moment, pour moi, c'est le mental, très clairement. Parce que la qualité, ils l'ont. Mais là, et on voit qu'il y a devant, beaucoup... non. Franchement, c'est ouais, dur. Oui, mais en même temps. Il faut marquer des buts, là. On n'est plus dans. Quand on regarde les dans bons la défense, offensifs fait cette gagner année. des titres, tu vois. Ouais, mais malheureusement, on voit que la PL a perdu en qualité offensive, je trouve. Quand tu regardes les joueurs qui sont en forme cette année,
c'est pas des grands noms à part quelques exceptions comme Bruno, Haaland qu'on peut quand même citer, Cherki. Et puis ces derniers temps, on prend beaucoup plus de plaisir, nous en tout cas, à regarder des matchs de Ligue des Champions ou même. Ah bah bien sûr, parce que justement, il y a les attaques de Première Ligue ont perdu en folie, tu vois, en qualité pure, en qualité individuelle. Ça, ce serait un débat par rapport aussi à ce qui est installé par certains coachs. Ouais. Et leur idée de jeu. Ouais, c'est beaucoup possible. de maîtrise, attendre la faille dans la défense au lieu de la provoquer. Et hier, je me branche sur Atlético-Barça, je vais pas te mentir. La première mi-temps, il y a aussi le côté remontada que t'attends, etc. Parce que justement, on en parlera après, mais moi j'étais plus sur Paris-Liverpool. Et Liverpool, hier, ils font un bon match, mais c'était tellement pauvre offensivement qu'ils n'ont jamais marqué, parce qu'en fait, il y avait toujours le mauvais contrôle, le mauvais centre, la mauvaise passe. Je trouve que le PSG a eu quand même cette force d'endormir le match, tu vois. Ouais, mais en deuxième mi-temps, il y a un temps fort il y a un temps fort de Liverpool qui est exceptionnel entre la 50e et le but de Dembélé. Ouais. Mais est-ce que t'as ressorti une occasion à part celle de la première? C'est ce que je disais, c'est qu'en fait ils ont fait un bon match, genre ils ont mis de l'intensité, ils ont récupéré tous les ballons, ils ont mis la pression, mais en fait c'était tellement pauvre techniquement. On en reparlera de Liverpool parce on en parlera après. Mais du coup ouais, non, pour moi c'est le mental. Très clairement pour moi c'est le mental, mais moi c'est un mix. Ouais. Entre qualité offensive et puis mental. Moi je suis vraiment triste de ce que Arteta peut afficher. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions fortes. Il faut peut-être lâcher les chevaux. C'est ce que je reproche hier à Slot et on en parlera après. Parce que Slot, il s'est chié dessus. On sait que ces derniers mois, il prend pas une grosse décision. Met une Guillaume, fait vivre l'attaque. Le mec, il te fait gagner un match parce que dans les 2 buts, il est là. Et hier, t'attends la 20e minute pour faire entrer. Et il y a un moment, tu vas tout perdre en essayant d'avoir des idées minimalistes comme ça. Et ça va te coûter, c'est sûr. Sur City, rapidement, avant de passer au deuxième match, toi, qu'est-ce que tu penses de ce renouveau, on va dire? J'ai l'impression que c'est un énième renouveau cette saison parce qu'ils ont enchaîné les bonnes phases puis les mauvaises phases. Là, ils sont sur la bonne phase au meilleur des moments. Toi, comment tu le sens sur la fin de saison? Et est-ce que, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que finalement l'élimination en Ligue des Champions, ça peut leur permettre d'avoir retrouvé cette forme et de finir en beauté en PL? C'est vrai qu'à un moment, on les mettait, moi je les mettais favoris contre le Real, mais je pensais pas qu'ils avaient les ressources entières pour faire les deux tableaux. Ça pouvait être la surprise. Mais oui, en termes de gestion, c'est sûr que ça va les aider à se concentrer uniquement sur la PL. Ils ont quand même cette demi contre Southampton qui pourrait leur offrir un deuxième trophée en Coupe de la Ligue. Non, Coupe d'Angleterre. Là, l'autre, c'est FA Cup, je crois. Ouais, c'est FA Cup. Donc, ça va être très important pour City de gérer cette fin de saison sur ces 2 tableaux-là. Mais je les sens un peu plus libérés. Ils ont eu quand même une entame de match un peu plus compliquée face à Chelsea qui s'est procuré une occasion. Il y a le but refusé de Cucurella qui est à la limite, il la joue mal, mais s'il la joue un peu mieux, il stoppe sa course, il peut avoir un 0. Et puis voilà, t'as retrouvé un peu cette folie sur les côtés. Semenyo était bien meilleur. En deuxième mi-temps, Doku était bon. Il y a pas mal de largeur et c'est ce que je reprochais face au Real où tu voulais beaucoup de densité et ça t'a causé en transition. Là où tu voulais, quand le bloc est un peu resserré, t'arrives à mieux gérer les transitions. Là, il y a un peu plus de largeur. Du coup, les ailiers peuvent combiner, même si Rosenior a essayé de trapper un peu les ailiers en prise à 2. Ça n'a pas beaucoup eu d'impact. J'ai l'impression que Rosenior aussi fait du réchauffé du Real un peu en prise. Et City a été vraiment maître du jeu. Et puis en deuxième, ils se sont lâchés. Et Cherki est un acteur principal de cette course au titre. Parce que malgré la domination de City quand même dans le global et le manque de réalisme de Chelsea, même d'animation, c'est lui qui a pris les choses en main. Il fait marquer un défenseur central dans la surface. Le contrôle est exceptionnel de Gueye d'ailleurs. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il fait une course latérale pour se jouer de... Je sais plus qui défend sur Lucas Caicedo ou un truc comme ça. Non, mais j'en rigole parce que Cherki, c'est ce qu'il dit quand il en parle. Il dit c'est son contrôle. Parce que dans le geste caché, c'est exceptionnel. La réaction de Guardiola, j'aime trop quand il voit la passe. Et dans cette analyse-là, tu vois que ce mec, en fait, il crée quand on ne peut pas le voir. Tu sais, on a beaucoup réagi sur Twitter sur une phase où il lançait Semenyo dans la profondeur alors que le système est bloqué et qu'un joueur normal refait une passe en retrait pour refaire le tour. Lui, il lève la balle, il lobe 2 joueurs et ça permet... Tu vois, c'est typiquement ce genre de gars qui casse les codes et qui permet à City d'être encore dans cette course-là et vraiment d'être un acteur principal, d'être proactif aussi dans ce qu'ils veulent afficher.
Et c'est grâce à ça qu'ils vont déranger Arsenal. Parce que le match, il va être tellement crucial. Aussi en vue du match d'Arsenal ce soir, qui pourra essayer de sauver un peu leur dynamique et entamer cette préparation pour le match de la City avec un peu plus de confiance et jouer leur saison véritablement à l'Etihad. Moi, juste pour finir, j'ai l'impression que Guardiola, il a enfin trouvé son 11 un peu type. Tu vois, parce que là, je trouve que, surtout depuis cet hiver, il a beaucoup changé. Semenyo, des fois devant à 2, des fois en 10, des fois à gauche, à droite. Il changeait de système. O'Reilly au milieu, à gauche. Bon, encore lui, il peut changer, mais là, j'ai l'impression qu'il a un peu trouvé sa compo. Tu vois, avec Gay Kusanov dans l'axe, Matheus Nunes, O'Reilly sur les côtés, Rodri Bernardo. Enfin, j'ai l'impression qu'il a enfin fixé son 11 et que ça marche. Donc, je pense que c'est de très bon augure pour City en fin de saison. Et je pense que le match de dimanche. Il va être vraiment incroyable. J'espère que ce sera un vrai gros match et pas les gros matchs comme on a souvent vu cette année en PL, malheureusement, un peu fermés, même si c'est ce qu'Arsenal va vouloir faire, parce qu'un nul, très clairement, c'est une victoire pour Arsenal, je pense, ce week-end. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le nul, c'est un résultat qui est pour Arsenal, qui est positif. Oui, c'est sûr. Voilà. Tu sais que j'ai même pas pris en compte le nul, ça. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a que que des victoires-défaites. Ouais. Mais en fait, le nul est une victoire pour Arsenal, globalement. Ça va pour Arsenal au vu du temps aussi, parce que si on pourrait comparer ça à du temps restant, le temps va pour Arsenal avec ça, mais il ne faut pas du tout qu'ils pensent à ça en fait. Et ouais, dans un match comme ça où Cherki est vraiment libéré, où Pep lui laisse aussi cette gestion est plutôt bonne, là où le foot lui dit non, Cherki trouve la solution et dit oui, tu vois. Et contre Arsenal, là où il y a de la crispation, il y a de la faiblesse, un gars comme Cherki qui est difficile à arrêter aux abords de la surface, ça va être encore une gestion très dure à gérer pour Arsenal. Pour finir sur ce match, ton prono? Ouais, franchement, le nul, il m'a sauté aux yeux là. À voir la gueule du match. J'ai peur que ce soit très fermé. Tu sais, on avait eu une grosse caricature il y a quelques années, ou il y a 2 ans, je crois, un Arsenal City, où tu sais, Raya et qui à l'époque, c'était Ortega qui avait eu le plus de possession de balle à eux deux dans le match où ils avançaient. C'était stérile, on attendait le décrochage. C'était vraiment un match que je me rappellerai négativement. Donc il va falloir voir. Mais ouais, le nul, pour moi, ça pourrait être quelque chose de plutôt possible si Arsenal ouvre le score. Un score à pronostiquer pour qu'on puisse regarder dimanche si tu as eu 2-2. 2-2 ? Ouais, au mieux, tu vois. Donc ça pourrait être très intéressant. Si un 2-2, après, franchement, je m'attends pas à un gros spectacle, malheureusement. Même si ça devrait, tu vois, pour un match pour le titre. Ça aurait été un classico, là, le classico qui arrive en Liga, par exemple. 4-4. Avec, tu vois, avec beaucoup moins de points de différence, parce que là, il y a 9. Ça aurait pu être intéressant, malheureusement, voilà, il y a pas mal de championnats qui sont assez bouclés là. Moi je dirais 1-0 pour City. 1-0 City ? Ouais. Je pense que. Attention, les Etihad cette année ils sont pas si forts. Hein. Ouais, mais moi je pense qu'ils vont gagner, tu vois. Je pense que dans l'état des deux équipes, je vois bien City gagner et puis. Ah ouais, c'est sûr, sur la dynamique. Et puis il y a beaucoup plus de légèreté dans la conscience de City. Là, ce que tu évoquais la dernière fois sur la pression et sur le momentum de finir un résultat, là, Arsenal est quand même en train de lâcher prise. Et on voit que tous les poids sur leur épaule en train de vraiment les enterrer. Mais c'est à eux de réagir. Tu construis pas une saison entière comme ça pour craquer comme ça. Faut que tu meurs au moins les armes à la main. Et pour l'instant, ils sont pas rechargés les armes, quoi. C'était beau ce que tu viens de dire. Merci. Mais du coup, ouais, je dirais 1-0 but de Semenyo. Ce sera mon prono, comme ça on verra dimanche. Et puis on a retrouvé Estevao aussi. Catastrophique. Pas du tout. Ouais. Justement, non, pas justement, du coup. On va aborder les 2 autres matchs plus rapidement. Mais du coup, ouais, comme on l'a dit, il y a un Everton-Liverpool ce week-end. C'est peut-être le derby de la Mersey, peut-être le plus équilibré, que ce soit en termes de classement et même d'opposition depuis longtemps. Parce qu'Everton fait quand même sa saison. Ils sont 8e, si je ne me trompe pas. Ils jouent la course à l'Europe. Ouais, ils sont 8e. Brentford est revenu à 1 point de Liverpool. Chelsea. Brentford. Chelsea, ouais. Everton est à 5 points de Liverpool. Donc si tu gagnes, tu peux revenir à 2 points. Surtout qu'Everton sort il y a 2 journées d'une victoire 3-0 à domicile contre Chelsea. Une victoire méritée où Chelsea n'a pas existé. Mais bon, ça va aussi avec les mots de Chelsea en ce moment. Liverpool qui sort d'une élimination contre Paris qui peut avoir fait mal parce qu'en fait, t'as montré une certaine impuissance, tu perds Ekitike qui reviendra peut-être pas de l'année 2026, donc t'as ce double coup dur. Toi, comment tu le sens ce match, ce derby qui arrive là ? Là, il y a eu du mieux contre c'était qui Fulham, qui m'a très déçu Fulham d'ailleurs. Franchement,
Oscar Bob et tout. Il a fallu que Emile Smith-Rowe rentre pour avoir une occasion un peu concrète. Enfin, ça passe à quelques millimètres. Mais en tout cas, ouais, dans la conception de leur match, ils ont été dangereux grâce à un jeune de 18 ans. Et tu pensais que cette victoire de 0 aura pu leur donner un peu de sensation, de réaction pour le retour au Paris Saint-Germain, à Anfield contre le Paris Saint-Germain, là où t'es revenu un peu dans tes travers, où le réalisme n'est pas là. Et puis, sur 180 minutes contre le PSG, à l'extérieur, à domicile, tu mets pas un but, en fait. Surtout avec les déclats de Szoboszlai qui perd un ballon sur le deuxième but, qui dit on va mourir, je peux mourir sur le terrain. Il y a une différence entre les déclarations et ce que tu vois sur le terrain, parce que sur un moment fort, quand tu ne marques pas, avec un aussi gros moment fort, là je te parle vraiment, tu les as acculés dans ton camp et on n'a pas vu le PSG pendant 10 minutes. Surtout que les changements de première mi-temps avec un mec comme Hernandez qui est en difficulté et un Salah qui commençait à agiter, tu peux te dire que les forces se sont inversées, en tout cas sur cette dynamique sur le terrain, et ça n'a pas matché, quoi. Gakpo a une petite occasion, il agite un peu plus, et moi je veux revenir sur les choix de Slot. Parce que Slot, on sait, c'est cuit pratiquement, on va plus le revoir à Liverpool, ce mec. Pourquoi tu ne prends pas le risque d'afficher au moins il a pris un risque, mais moi je trouve que c'était pas le risque à prendre. Dormi Isaac. Non, c'est pas un risque, ça c'est. Dormi Isaac, ça c'est juste du merchandising, de mettre les gars que tu t'as payé 150 millions parce que. C'est un risque pour Isaac de se repéter. Bah ouais. Bah justement, Ekitike, c'est ça. On a eu l'alerte à Brighton. Il se pète au bout de 14 minutes et c'est le tendon. Moi, le tendon, quand t'as des alertes comme ça, arrête. Parce que il y a eu. Alors j'ai une comparaison encore NBA, désolé, mais lors des dernières finales NBA. Tyrese Haliburton se fait le tendon d'Achille lors du dernier match au bout de 5 minutes, et il avait déjà eu des alertes, il avait joué blessé, bandage et tout, etc. Et sur une prise d'appui pareil, quand tu as ton pied d'appui qui part, qui te sert de propulsion, et tu vois que ça craque derrière. C'est ce qui s'est passé avec Ekitike, et que le staff le gère comme ça, titulaire. Je trouve ça très bizarre, et surtout que ça lui ruine une grosse partie de sa carrière. 1 an quand même dans une carrière, tu vas me dire c'est rien. C'est quand même 1 an sur 10 à quelques mois de la Coupe du Monde. Et là où tu penses que Ekitike a bien géré cette transition en arrivant à Arsenal, parce qu'en dehors du terrain, on le voit, il est frais, il partage beaucoup, il est souriant, il a aussi cette bonne dynamique parce qu'il a intégré l'équipe de France. Son corps, lui, n'a pas fait avec tous ces efforts, tout ce rythme, etc., n'a pas fait la même transition que lui au niveau de sa tête, malheureusement. Et là, tu vois que ça va lui coûter énormément. Ouais, mais ouais, non, c'était très risqué. Mais l'alerte est vraiment... il sort sur blessure en pleurant, tu vois. Tu te dis quand même, il y a quelque chose. Il faut préserver son corps. On sait que maintenant, il y a pas mal de questions sur ça. Et puis, je voulais revenir sur Rio Nguoma, parce que il y a aussi cette gestion, tu vois, on veut protéger les jeunes. Il y a eu Yamal, il y a eu Doman, là, qu'on parle récemment. On en avait parlé, ça, dans le live qu'on avait fait juste avant le match aller, où moi, je trouvais que ça pouvait être intéressant de le mettre titulaire. Oui, mais tu vois, il y a cette gestion de protéger les jeunes, de ne pas les mettre dans le grand bain directement, là où il y a dans des matchs coup près, avec beaucoup de pression, et qui soit crucial, et qu'il y ait beaucoup de pression sur leurs épaules. Et au final, là, ça va leur coûter beaucoup. Et voilà, je suis mitigé, parce que Slot, il devait prendre ce risque-là. Ces 3 joueurs-là qui t'animent énormément, en tout cas ce trio-là qui a été affiché avec Gakpo, Salah et Nguoma, qui font vivre un peu lors de ce match-là, ce qu'on n'avait pas retrouvé depuis longtemps, il ne le remet pas, alors que ça avait bien marché, en faisant souffler des cadres qui ne sont pas tonitruants tout au long de la saison. Donc sur un match coup près où tu as un poil d'espérance de passer en demi-finale, tu n'y vas pas à fond, quoi. Ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il soit passé sur une attaque à 2 un peu bizarre avec Isaac, qu'on n'a pas vu depuis 8 ans, Ekitike, comme tu as dit, qui s'est blessé il n'y a pas longtemps contre Brighton, alors que Salah finalement fait une bonne entrée, même si je ne l'ai pas trouvé toujours parfait techniquement, tu vois, dans les passes et tout, des fois c'était pas précis, mais il a fait une bonne entrée, tu vois, tu sens qu'il a vraiment insufflé un truc, tu vois, il a créé un peu de danger, et Nguoma, il a vite été mis dans la poche d'Hakimi quand il est rentré, mais il a réussi à faire quelques diffs, il a frappé, tu vois,
Il a fait plus et il a tenté plus que ses concurrents. Les débuts contre Fulham, c'est lui qui le but et après le centre pour Gakpo. Bon, par contre, moi, Gakpo, j'ai pas trop aimé son match là hier. Je trouve qu'il a été très très brouillon, surtout sur la fin. Il a été brouillon, mais il a apporté, tu vois. Ouais, il a parce mis un peu de. Kitike sur les premières minutes, c'est pas ça. Tu trouves pas. Il y a pas de percussion, il y a pas de dérangement. Pacho, il a fait un match. Dommage qu'il fasse du 55 quoi, en pointure, Gakpo, parce que dans l'envie, dans les déplacements, c'est intéressant, mais par contre quand il a le ballon, c'est quand même. Et puis là où je te compliqué, dis, t'inverses un peu. Tu dis que Lucas Hernandez, faudra vraiment peser sur lui, orienter les attaques sur lui. Il y a un 1-2 très intéressant où Salah commence à agiter en début de deuxième et il pousse trop son ballon et Pacho, en seconde lame, il était toujours là. Il a fait un énorme match hier, Pacho. Et je pense que c'était trop faible. Et il y a un moment où en deuxième mi-temps, dans ce temps fort-là, avant le but de Dembélé, où tu te dis Liverpool est un peu naïf parce qu'il pense que le PSG ne va pas jouer ses transitions à fond et encore gérer au vu de la première. C'est là où il les punit et les punissent et Liverpool a été mais vraiment très très médiocre dans ce côté-là et il fallait marquer ce but pour enflammer le match. Parce qu'Anfield demandait que ça. Tu ressors qui positivement de ce match pour Liverpool? Ah ouais, il faut que ceux qui me prennent la veste sur Wirtz là. Eh les gars, s'il vous plaît, en vrai. Son match? Non, les gars ils me disent ouais, Wirtz il est bon, tu regardes pas les matchs, nanani, frère. C'est quoi ça? Donc tu payes un mec comme ça, 125 millions, pour que dans les matchs cruciaux comme ça, où vraiment, quand tu payes un joueur aussi fort, c'est dans ces matchs-là où il doit sublimer le match, il doit avoir un highlight, il doit avoir une passe D, il doit sortir un truc que nous on n'a pas vu à la télé. Et le match mid qu'il fait, la saison catastrophique. Il a fait une bonne passe à un moment. Ah ouais? Trop bien. Mais ouais, faut arrêter. Faut que le mec se réveille. Parce que ce qu'on a vu avec la Mannschaft, moi j'aimerais bien qu'il le fasse à Liverpool. Et voilà, il y a un moment où il faut se réveiller, quoi. On va être patient peut-être l'année prochaine avec Xabi. Ouais, parce que les gens, en fait, ils voient ce qu'a fait Wirtz avec Xabi, avec cette saison incroyable, mais il faut rater les matchs, tu vois. Il est bon, ce gars. Visuellement, c'est trop bon à voir jouer, tu vois. Mais il y a un moment où il faut que ça ait un impact, surtout dans les matchs comme ça, où tu peux sauver ta saison, créer une surprise comme l'a fait le PSG l'année dernière, parce que Liverpool était dans une dynamique incroyable. Et voilà. Après, pour ta question, je sais pas. Seulement de Liverpool? Ouais. J'ai trouvé Konaté un peu mieux. Ouais, moi aussi. Depuis 2 matchs. Gravenberch, je trouve qu'il était pas mauvais en deuxième mi-temps. Je trouve qu'il récupérait tous les ballons. Après, techniquement, c'était un peu l'image de Liverpool. C'était pas toujours précis. Tu vois, il y avait beaucoup de passes ratées et tout. Puis Salah, je pense qu'on peut quand même. Oui. Tu vois, sa dernière, elle est quand même plutôt réussie parce que même s'il a pas réussi à marquer ou à être décisif dans les stats pures, je trouve qu'il fait quand même une belle entrée. Ton prono, du coup, pour Everton-Liverpool? Bon, Everton, on n'a pas trop parlé, mais en quelques mots, toi, t'en penses quoi de Everton cette année, récemment surtout? T'avais fait une capsule il n'y a pas longtemps là, sur Everton, c'était plutôt intéressant. C'est une équipe qui était séduisante, malgré la perte de Grealish qui était quand même qui s'était bien lancée cette saison. Voilà, je les vois rivaliser. J'espère qu'ils proposeront un truc, une animation un peu meilleure que Fulham, parce que moi j'ai été très déçu par Fulham. D'ailleurs, tu savais qu'Oscar Bob, il a été transféré définitivement? Ouais. J'étais choqué. De City. Ouais. J'ai vu ça il y a quelques semaines là. Et ouais, mais j'espère que Liverpool arrivera à proposer quelque chose de cohérent et essaiera de sécuriser l'Europe. Donc là, tu fais un trou quand même sur Everton, même si tu le fais pas sur Brentford. Mais du coup, tu vois Liverpool s'imposer. Une victoire 2-1 avec pourquoi pas Salah qui enchaînerait 2 matchs avec 2 buts. Je sais pas si ça déjà arrive en PL là, cette saison. Après, c'est possible, mais ça doit pas être fréquent. Moi, je pense que ça fera nul. Moi, je vois bien un partout, tu vois. Okay. Parce que Everton reste quand même solide et Liverpool, j'ai pas l'impression qu'ils vont trouver les ingrédients pour gagner. Après, ça reste un derby. C'est des matchs qui te motivent, donc ça peut aussi, ça peut aussi basculer sur une victoire l'un ou l'autre. Liverpool a eu un gros rythme en ce moment. Mais moi, je vois match nul, du coup, ouais. Bon, on passe au dernier match, du coup, qu'on voulait aborder aujourd'hui, parce qu'il y a Chelsea United qui va se disputer samedi soir. 2 équipes qui ont perdu ce week-end. Chelsea qui a perdu contre City, du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais qui a perdu 3-0. United qui s'est fait surprendre à domicile contre Leeds, 2-1 dans le derby aussi, parce qu'il y en a beaucoup de derby en Angleterre, mais dans le derby face à Leeds, tu perds 2-1. Toi, comment tu le sens ce match? Et du coup, peut-être un peu plus United qu'on n'a pas abordé depuis le début. Écoute, ça a été
un match où l'effet Carrick s'est un peu envolé, en tout cas sur la maîtrise, sur la ressortie de balle. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ça. Il y a des erreurs notables. Il y a aussi la réussite d'Okafor sur les débuts parce que il y a peut-être faute sur Yoro, même si Yoro depuis 3 matchs c'est quand même très problématique. Il s'était bien intégré à la dynamique de Manchester United qui était plutôt bonne en remplaçant Maguire ou Lisandro sur certains matchs. Et puis là, on l'a totalement perdu. Il est très fébrile. Il n'est pas ce défenseur proactif et libéré et un peu, tu vois, qui a un gros volume d'intervention. Et là, il est un peu en difficulté. Même balle au pied, ça a été très compliqué. Là, il y a une occasion, je crois, il me semble, c'est avant le deuxième but d'Okafor où Lisandro la sauve sur la ligne. Ou peut-être c'était à 2-1. Où il dribble Lamens. Moi, je trouve ça... assez inquiétant pour cette fin de saison parce que la dynamique était plutôt bonne avec Carrick. On trouvait enfin de la cohérence, on trouvait de la stabilité, les joueurs jouaient avec une certaine liberté et puis ils n'étaient pas stressés au vu de ce que United proposait. Et là, ça commence vraiment à être... ça commence à être une situation pour Manchester qui, dans un sprint final, n'est pas la meilleure entame. En plus, ce week-end, même si Chelsea n'est pas bien, t'as Lisandro Martinez qui sera pas là. Maguire, j'ai appris qu'il sera pas là aussi à cause d'une suspension d'un match. Je sais pas dû à quoi. C'était une mauvaise conduite, je sais pas pourquoi. Je sais pas si t'as vu passer. Non, j'ai vu qu'il était pas Donc, là. Donc, les deux centraux qui étaient sur une bonne dynamique ne seront pas là. En tout cas, Martinez, c'est sûr, vu le rouge. Tu trouves qu'il y a rouge, toi ? Non. Ah ouais ? Moi, je trouve pas. Parce que c'est un peu le même truc que Neves Cucurella en finale de la Coupe du Monde. Le tirage des cheveux, ouais. Mais je trouve qu'il est léger quand même. Tu vois. J'ai pas l'impression qu'il fait exprès, mais bon, Martinez, quand même, c'est un Argentin. Je regardais sans le son à ce moment-là, et je pensais qu'il allait annuler le rouge. Tu vois. Ah ouais ? Et finalement, maintenant, il lui donne. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il était sévère. Après. En plus, l'occasion dure longtemps avant qu'il soit appelé à la VAR. Mais ouais, c'est un match qui est quand même très important pour United parce que c'est le match où quasiment tu peux t'assurer ta place dans le top 5 pour la Ligue des Champions. Parce que Chelsea, c'est 6ème à 7 points de United. Donc, si tu le gagnes, tu es à 10 points. On peut quasiment dire que United sera dans le top 5 sauf catastrophe sportive sur la fin de saison. Par contre, Chelsea... Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. On sait que mais bon, tu vois United perdre 5 matchs derrière, tu vois. Je vois avoir des difficultés. Je les vois pas... Parce que, en fait, moi, il y a aussi ce problème qu'on reproche à Arsenal, c'est devant. T'avais retrouvé un peu de beauté dans le jeu, devant, dans l'animation, avec Mbeumo en pointe, avec Dorgu qui s'était blessé, mais tu avais retrouvé quelque chose de beau où Fernandez avait repris les commandes d'une bonne manière. Et là, tu es obligé de te reposer sur Casemiro qui joue aux avant-postes sur tous les coups de pied arrêtés. Ça devient un cheat code, par contre, Bruno et Casemiro. Hein. Mais vraiment. Et là où il est aussi, après son but, il y a une occasion de Sesco qui est stoppée par Darlow. Et puis tu as Calvert-Lewin qui sauve sur la ligne, mais c'est toujours Casemiro. Là où dans le jeu, justement, tu arrives à avoir cette animation offensive qui te permettait d'être imprévisible, d'être bon, d'être porté par Bruno Fernandes et avoir des joueurs qui étaient capables de finir des occasions. La bonne dynamique de Cunha, de Mbeumo, c'est stoppé net. Sesco, on n'a plus retrouvé ses buts qui étaient importants dans des matchs serrés. Et moi, ça va me poser problème. Parce que là, tu vas avoir un match ce week-end contre 2 équipes qui sont pas très bien. L'une, c'est quand même plus alarmante que l'autre, mais ça reste quand même un match très crucial pour les 2 équipes. Chelsea enchaîne 2 finales de suite et ils en ont perdu une. Donc, s'ils font une mi-temps sur 2, Chelsea, comme ils l'ont fait contre City, ça va être, je pense, une option prise par United. Mais ouais, j'ai des difficultés à lire ce match, même si je vois quand même Manchester United gagner sur une courte différence. Moi aussi, je vois United gagner 2-1. Parce que je trouve que Chelsea, c'est vraiment dans un état vraiment catastrophique. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont pas derrière Rosenior. Et que Rosenior, il est déjà sur... Il n'y a même pas eu de flamme, en fait. Ouais, non, c'est ça. Il y a l'image de Strasbourg. Je sais pas si tu suivais un peu, mais ça a baissé aussi dans l'animation à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a eu... Mais il y a eu cette flamme, par contre. Il y a eu des semaines excellentes et tout. Strasbourg était vraiment l'équipe sexy de Ligue 1. Mais là, on n'a même pas retrouvé ça. Et en plus, ça commence vraiment à se parachuter. Et ça, en fait, ça a une impression sur les joueurs. Caicedo, quand il craque là, sur le but de Doku, sur une perte de balle, où Caicedo ne perd jamais des ballons comme ça.
voilà, ça s'imprègne sur les joueurs et ça risque d'être très compliqué sur cette fin de saison. Et s'il n'y a pas d'Europe pour Chelsea, s'il n'y a pas cette manière de retrouver un peu de stabilité au niveau européen, ça va être très compliqué parce que tu les as retrouvés enfin après 3 ans sans Ligue des Champions. Ça n'a pas été flamboyant parce qu'ils ont pris 8-2 sur 2 matchs. Le projet est en péril du côté de Chelsea, encore une fois. Surtout qu'à la fin de cette journée, si vraiment tous les résultats vont contre toi, tu peux te retrouver 10e de Première Ligue. Alors il faudrait que toutes les équipes... À la fin de saison non, à la fin de journée, je parle là déjà. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils sont en fait, ils sont à 48 points. T'as Brentford et Everton qui ont 47. T'as Brighton, Sunderland qui ont 46 et même Bournemouth 45. Donc en fait, si les clubs en dessous gagnent ce week-end, alors le scénario où les 4 d'en dessous gagnent et que toi tu perds, c'est quand même peu probable, mais ça peut arriver. Tu te retrouverais 10e. Tu vois, alors derrière, il suffit d'une victoire derrière, tu repasses devant. Mais c'est pour dire que c'est hyper équilibré et qu'en fait, là où Liverpool a un peu d'avance, parce qu'ils ont 5 points d'avance sur les mecs d'en dessous, Chelsea sont coude à coude avec les autres clubs plus petits, plus intermédiaires, mais qui en fait sont dans des meilleures formes, qui ont des joueurs qui ont vraiment la dalle. Là où Chelsea, la dalle, on la ressent pas et on ressent plus de fébrilité et beaucoup de défauts dans l'équipe actuellement. Et c'est pour ça que Chelsea qui joue pas l'Europe, c'est peut-être pas qu'une surprise potentielle, c'est vraiment une possibilité. Et c'est dur parce qu'il y a un constat que je fais à Chelsea, c'est que Maresca avait peut-être trouvé, même si la dynamique quand il part, elle est moins bonne, mais il avait enfin trouvé un peu le bon compromis entre tous les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de styles de joueurs qui sont identiques. Moi, j'en ai marre de voir Pedro en pointe de l'attaque. C'est n'importe quoi. Ce mec, c'est pas un BU. Et tu poses une enveloppe monstrueuse sur Delap qui, pour moi, pas ce joueur qu'il te faut. Parce qu'il faut quand même une étiquette certaine pour jouer à Chelsea, avec les ambitions qu'ils ont, avec l'argent qu'ils posent sur la table tous les étés. Et là, tu te retrouves avec Liam Rosenior qui n'a pas trouvé, en tout cas, le fait de trouver cette symbiose dans tous les joueurs qu'il a. Palmer, João Pedro, pour moi, c'est 2 joueurs qui ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que Palmer, lui, il a besoin de naviguer un peu partout et trouver ce truc qu'il habite où quand il est très fort, il est super fort. Et que João Pedro, lui, est toujours, comme je l'avais dit la dernière fois, sur les seconds ballons, en train de visiter tout le camp adverse, être un peu ce rusher qu'on a vu sur le but hors jeu de Cucurella où il dribble 3-4 mètres. Et voilà, il y a trop de profils qui le ressemblent. La recette est trop difficile à trouver. Et il faut, pour moi, des profils déjà structuré avant de penser à une animation un peu qui diverge un peu de tous les côtés où tout le monde peut jouer un peu de partout, mélanger un peu les systèmes. Là, c'est trop... Voilà, j'ai l'impression que tout le monde se marche un peu sur les pieds et ça n'arrivera pas à concurrencer un gros devant ou à avoir de la stabilité si un match tu vas avoir un mec bon parce qu'il aura un peu plus d'espace à cet endroit-là et l'autre c'est moins bon parce que justement il lui marche dans son espace. Je sais pas, j'ai un peu de soucis par rapport à cette animation que Chelsea veut mettre en place et Liam Rosenior, même si je vais pas mentir, moi j'avais pas d'avis au début, mais là il faut se rendre à l'évidence que Rosenior a un peu sauté les marches un peu trop vite par rapport au statut qui est Chelsea et le sien à Strasbourg. Bon, on a abordé les... Je sais pas ce que t'en penses de ça. Juste avant que tu transites, parce que Chelsea, on a quand même loué leur fin de saison dernière. Et là, moi, c'est un club qui je trouve, perd un peu de l'âme qui s'était créée récemment. Et moi, je trouve qu'ils avaient retrouvé un peu un élan. Même avec la Coupe du Monde des clubs, on s'était dit, putain, Chelsea, mais même sans ça, c'est quelque chose. Les joueurs qu'ils ont recrutés au milieu de terrain, moi, je trouve ça sexy. Les Lavia et tout, j'aurais bien aimé les voir tous à 100% jouer. Et l'animation n'est pas bonne, même devant. Et comme je te dis, là, il y a eu des recrutements cata, la Giddens, Garnacho, ça joue pas, c'est pas bon. Pour moi, il y a une essence dedans dans cette équipe qui pourrait être mieux exploitée. Je suis d'accord, mais moi, c'est vrai que c'est un club qui me fait pas grand chose. Je suis pas du tout derrière leur DA avec les dirigeants. Je pense que c'est un gros problème de direction, tu vois, dans les choix de mercato, les choix de recrutement. Ça ressemble à Textor. Un peu, ouais. Et puis tu vois, de mettre beaucoup d'argent. Et puis ça vient 6 mois, si c'est pas bon, ça repart. Pareil pour les coachs, au bout de 2 mois, ça va pas, ça repart. Ça, c'est l'OM, c'est un peu l'OM aussi. C'est Benassia, ça. Bon, pour finir cette vidéo, est-ce que tu as une autre affiche qui te hype un peu? On t'en parle en 1 minute max. Mais est-ce qu'il y a une autre affiche qui te hype? Je vais commencer. Vas-y. Moi, je vais parler de Tottenham-Brighton. Elle me hype, mais sans vraiment... T'as pas le côté excitation. C'est plus le côté pression. Parce que moi, pour moi, ce match-là, si Tottenham le perd, Tottenham descendra en D2.
parce qu'en fait, ça fait des semaines et des semaines qu'on se dit non, mais il reste du temps, Tottenham va bien finir par gagner. Là, il n'y a plus de temps. Là, il n'y a plus de temps. Et en fait, il te reste 3 matchs à domicile. C'est la première fois que tu es relégable. Ouais. C'est la première fois depuis, je crois, 2009 que Tottenham est relégable. Tu le sens comment là? T'es comment là? Bah, pas confiant du tout. Parce qu'en fait, non, faut pas abuser. Je pense que la veille de la dernière journée, si on est encore la potentialité qu'on descende, elle est encore présente. Là, ouais, je serais pas bien. Et là, c'est pas au goal average, il y a 2 points. Ouais. Non, mais c'est 2 points. Après, il reste du temps. Tu vois, t'as des affiches que t'es censé gagner, mais en fait, t'es censé gagner quand t'es Tottenham. Là, Tottenham n'est plus Tottenham. Là, Tottenham, c'est l'ombre de lui-même. Tu gagnes pas un match contre Sunderland. Bah, la première de 2 derbies, c'était un peu anecdotique. Donc là, c'est la première de 2 derbies à domicile face à Brighton qui joue qui est dans la course à l'Europe. Donc c'est pas une équipe qui est 17e et qui est faible. Et encore, les équipes 17e, elles jouent leur survie aussi, donc elles sont tout aussi dangereuses. Mais moi, j'ai très peur pour Tottenham. Et c'est vrai que c'est le match du coup qui me hype malheureusement, parce que c'est un match que j'ai pas envie de louper et que Tottenham doit gagner. C'est un match, comme on dit des fois, des matchs à 6 points. Parce que c'est le match qui va te faire du bien. Et comme a dit De Zerbi, pour lui, le problème principal de Tottenham en ce moment, c'est le mental. Tu vois, les joueurs ont perdu confiance. Ils ont besoin de gagner un match pour se rassurer et repartir sur une dynamique. Et le problème, c'est qu'il reste 6 matchs. Et est-ce que Tottenham va réussir à trouver cette dynamique-là? Bah, je suis pas sûr. Bah, en tout cas, je te le souhaite. Parce que je te parlais de cette étiquette d'équipe qui descend. Moi, ça me dérangerait de ouf pour Tottenham. Même s'ils arrivent à remonter très vite avec un projet et se reconstruire. Je sais pas, le fait de descendre, c'est quand même quelque chose de gros pour une équipe qui était toujours dans la première partie de tableau depuis des années, hormis l'année dernière. Et toi, du coup, est-ce que tu as une affiche qui te sert pas des premières à domicile de De Zerbi? Non, ça sert à rien. Non, mais surtout que Tottenham, c'est la pire équipe à domicile cette année. Ouais, mais c'est trop tôt pour que De Zerbi, pour qu'on ressente sa touche. En Championship l'année prochaine, contre Southampton. Moi, j'espère qu'ils vont se sauver, même si le 8-watch va être plutôt cool. Mais non, moi, je vais rester sur Manchester-Arsenal. Et je souhaite qu'il y ait quand même du spectacle, parce que ça reste quand même... on a enfin, tu vois... même si on a déjà eu un peu les prémices en finale de Cup, là, tu vas avoir une finale et on va voir qui va porter qui, ou qui va porter quoi dans son pantalon, tu vois. Et c'est les matchs comme ça qui vont me faire allumer ma télé, et j'espère que je vais kiffer je vais avoir un bon match, tu vois. Parce que pour ceux qui se plaignent de cette première ligue un peu fade cette saison, surtout offensivement, bah là, ils ont peut-être l'opportunité de nous faire rappeler cette saison avec un match magnifique à quelques journées de la fin. Donc ça va être un match dont on va se rappeler les prochaines saisons quand on analysera la première ligue. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis de toute façon, je crois que ce week-end, on va quand même se régaler. Vu les affiches qu'on a abordées depuis tout à l'heure, je crois qu'il y a on peut avoir des beaux matchs, en tout cas. Ouais, bah, il y a même, on vient de parler de Chelsea-Manchester United. Et puis voilà, puis ça va être intéressant de voir tout ça. Il y a Newcastle-Bournemouth aussi. Et le Crystal Palace-West Ham du lundi, il est très important aussi. Ouais, Tottenham, les supporters Tottenham, on mettra un maillot de Crystal Palace sur le dos pour espérer une défaite des Hammers. Ils sont sauvés, le Palace? Ouais. Enfin, sauvés officiellement, non, mais ils sont pas dans la course. Il y a quand même 10 points d'avance sur Tottenham. Ils sont pas vraiment dans la course. C'est Leeds qui est en train de se sauver, justement. Leeds qui s'est un peu mis bien avec la victoire contre. C'est une idée, parce qu'au milieu de saison, on n'avait pas du tout dit ça. Hein. De Leeds? Non, mais on avait 3 qui descendaient. Pour nous, c'était très sûr, alors que là... Non, on disait Wolverhampton-Burnley, et le 3e, c'était là où on variait. Ouais. Entre West Ham, on disait Forest, West Ham ou Leeds. Mais il y en avait un club qu'on n'avait pas encore mis dans la course. Alors que... Si, on en avait parlé. Ah ouais, mais en tout cas, on l'avait pas mis dans nos pronos. Ouais, on avait dit que ça allait sauver facile et tout, non. Ouais, finalement, pas trop. Pas du tout. Bah écoutez, n'hésitez pas à pronostiquer avec nous. Hein. Dis-moi. Dernier truc. Ouais. Parce qu'on a parlé On va parler de foot quand même maintenant. Tes pronos pour ce soir? Ah, pour Arsenal? Ouais, pas que. J'ai envie de parler Je pense qu'Arsenal se fait peur, mais fait match nul. Ah ouais? Ouais, je dis vraiment ça sans réfléchir. Un nul d'Arsenal, mais qui se qualifie. Et Bayern-Real, je pense l'Emirates? Ouais. Et je pense que le Bayern gagne. Ah ouais? Okay. Et toi? Non, moi c'est sûr, c'est le Real et Arsenal ce soir. Ok. Real qui gagne là-bas. Ouais. Le match qui bascule, c'est celui-là? Ouais. Doublé d'Mbappé. Voilà, ça c'est cadeau. Si vous voulez poser vos... Bon, vous verrez cette vidéo sûrement 2 jours après le match. Donc, quand le Bayern aura gagné 4-0, il faudra envoyer un message à Driss sur ses réseaux. La chanson qui commence à se répéter dans mon crâne. On mettra le Insta de Driss en bio si vous voulez aller l'insulter après. Bon, merci à tous. N'hésitez pas à pronostiquer avec nous la journée de PL qui arrive dans les commentaires. On va se régaler, j'espère. C'était la prom.
À très bientôt.